Bienvenue dans la chaîne des histoires extraordinaires. Merci de nous soutenir en likant, en commentant et en partageant nos contenus. Aujourd'hui, je vais vous parler de certains récits qui traitent de pierres ou de cailloux qui viennent pénétrer dans votre habitation sans que vous ne sachiez ni pourquoi ni comment. En novembre 1846, à Paris, il n'est question que de la maison hantée de la rive gauche. On perçut une nouvelle voie, la rue des Grès, qui doit joindre la Sorbonne au Panthéon. En bordure des travaux de démolition, on trouve l'entrepôt d'un marchand de bois et de charbon. Cet entrepôt est borné par une maison d'habitation d'un étage avec grenier. La maison est séparée des logis que l'on abat par de larges élévations de l'ancien mur d'enceinte de Paris, construit sous Philippe Auguste et mis à découvert par les terrassements. Son propriétaire se nomme Monsieur Lerible. Il habite là, ou plutôt, il essaye encore de s'y maintenir. Ce n'est pas commode, c'est même dangereux, car sa maison est bombardée. Elle est bombardée tous les soirs par des pierres qui viennent d'où? De nulle part. Lancées par qui? Par personne. Ou, si quelqu'un lance ses pavés, ses moellons, c'est un géant, à moins que l'inconnu ne possède une catapulte, car ça fait des trous dans les murs, ça arrache les châssis des fenêtres et ça défonce les portes. Le commissaire de police, les agents, les inspecteurs font jour et nuit surveillance. Rien. Le chef de la sûreté lui-même vient diriger l'enquête. Rien. Et les projectiles, devant la foule de badauds, continuent de pleuvoir avec fracas. Ils sont lancés d'une grande hauteur, sans doute loin au-dessus des têtes des curieux grimpés sur les toits pour mieux voir. Si vous cherchez dans l'air, vous n'apercevrez pas la trajectoire. Vous ne découvrez les pierres qu'à l'instant où elles frappent la maison. Tous les journaux délèguent des reporters. On lit dans la Gazette des tribunaux, en des circonstances analogues et qui produisent une vive sensation dans Paris, une pluie de pièces de menue monnaie attira chaque soir des badauds rue Montesquieu, et toutes les sonnettes de la rue de Malte furent mises en mouvement par des mains invisibles. Les enquêteurs n'aboutirent à rien. Il a été impossible de parvenir à aucune découverte, de trouver une explication, une cause première, quelle qu'elle fût. Nous doutons que cette fois l'on parvienne au moindre résultat. Un soir, à 11 heures, alors que les agents sont postés tout alentour, une pierre énorme vient heurter et déchirer la porte barricadée de la maison. À 3 heures du matin, le chef intérimaire de la sûreté et ses 6 adjoints sont en train d'interroger Monsieur Lerible et sa femme dans la salle à manger, quand un quartier de moellons tombe à leurs pieds et éclate comme une bombe. Interrogé par les journalistes, Monsieur Lerible leur a fait visiter sa demeure. Les fenêtres brisées, garnies de planches, les murs troués, les meubles fracassés. Croyez-vous que l'on ose me soupçonner d'être moi-même l'auteur de ces bombardements? Ah, les gens sont méchants. Moi qui suis allé plus de 30 fois à la police pour me plaindre, moi qui me suis fait envoyer pour ma protection un peloton de chasseurs du 24e, moi qui me serais amusé à casser mes beaux meubles, ma vaisselle, ma pendule, mes bacs à fleurs, et puis, tenez,
Regardez cette blessure à la tempe. Il conduisait ses visiteurs dans une chambre remplie de pierres et de fragments de tuiles allongés et plats. Pourquoi cette forme singulière, lui demandait-on. Eh bien, c'est que j'avais fermé mes volets. Vous remarquez cette fente? Eh bien, à partir du moment où j'eus fermé les volets, toutes les pierres arrivèrent par cette fente. Ces étranges phénomènes durèrent environ 3 semaines, puis tout cessa. Le public parisien, d'abord si vivement intrigué, se lassa comme il se lasse de tout, et il accepta la version de la police. On avait fini par découvrir le coupable. Un homme avait été pris sur le fait. On l'avait mis en prison. Quel homme? Quel fait? Quelle prison? Silence, et puis oubli. Le journal La Patrie, ayant accusé Monsieur Lérible d'avoir été lui-même le bombardier, celui-ci par l'intermédiaire de Madame Aubin-Jules de Monchy, huissier, 43 rue des Fossés Saint-Victor, fit sommation au gérant du quotidien, Monsieur Garin, d'avoir à insérer le texte de l'assignation à comparaître devant le 6e chambre du tribunal de première instance, et il gagna son procès. On n'y gagna pas la vérité, le mystère demeura entier. Hypothèse du savant italien Bolzano à l'époque, peut-être existe-t-il des lieux puissamment médiumnisés à la suite d'événements tragiques survenus dans le passé en ces lieux. Cela déterminerait une énorme dispersion d'effluves vitaux susceptibles d'être enregistrés et convertis par les objets d'alentour, permettant ainsi aux esprits de se manifester. Mais l'on se demande pourquoi les esprits se manifesteraient de façon aussi vulgaire. Et ces effluves vitaux convertis par les objets alentours, c'est du charabia molièresque. Opinion du professeur Perty, savant et spirit. Toutes les manifestations sont utiles en ce qu'elles contribuent à élargir l'horizon de l'esprit en ouvrant des vues sur un nouvel état des choses. En d'autres termes, ces manifestations auraient pour but d'impressionner les hommes en faisant surgir dans leur âme l'idée d'un mystère dans leur vie, en secouant leur scepticisme et en les conduisant à méditer sur la possibilité de l'existence d'une âme survivant à la mort du corps, avec toutes les conséquences morales et sociales qui en dérivent. Ainsi, les esprits des morts nous feraient prendre la direction de l'infini à coups de pierre. C'est une opinion, ce n'est pas un éclaircissement. Je n'ai trouvé nulle part une indication qui aurait pu être précieuse. Y a-t-il une adolescente ou un adolescent chez les Léribles? Nous avons toujours peu de choses aujourd'hui sur de tels phénomènes. Mais nous savons qu'ils sont liés à la présence d'un garçon ou d'une fille en pleine puberté. Et si les explications ont peu progressé tout en changeant d'orientation, l'observation est devenue plus systématique. Nous sommes en 1963, durant l'été, dans une clinique pour malades osseuses à Arcachon. Le docteur Queno dirige cette clinique depuis 23 ans. Lauréat de l'Académie, ce docteur est le fils du célèbre biologiste Lucien Queno, membre de l'Académie des sciences. À partir du milieu du mois de mai 1963, les malades, allongés sur la terrasse ou sous les platanes du parc, constatent que de petits cailloux tombent de temps en temps autour d'eux. Quelques graviers. Personne, d'abord, ne s'en inquiète, mais le phénomène persiste et s'amplifie. Cela arrive à n'importe quelle heure, mais le plus souvent à la tombée du jour. Oui,
Cela prend des proportions inquiétantes. Ce sont des petits cailloux arrondis, comme on en trouve dans le sable, sur les plages, puis des galets de rivière, comme ceux qu'on introduit dans le béton. Au plein de l'été, en août, des fragments de briques, des éclats de moellons ou de ciment. Certains jours, une trentaine de projectiles. Plus rien pendant quelques jours, puis ça recommence. On compte parfois 17 projectiles en 5 minutes, au point que les malades doivent être transportés à l'abri, quoique les pierres ne les atteignent jamais. Le docteur Queno, pour couvrir sa responsabilité civile, s'adresse à la police. Le commissaire ne juge pas utile de procéder à une enquête. Cette histoire lui paraît folle. Comme le docteur Queno est un esprit curieux, il s'adresse alors à un confrère, le docteur Martini, qui dirige l'Institut métapsychique international. Celui-ci envoie un enquêteur, le professeur Robert Tocquet, rompu à l'étude des phénomènes de ce type dit poltergeist. Après une enquête minutieuse qui a fait l'objet d'un rapport détaillé et qui conclut toute intervention volontaire de qui que ce soit parmi les malades ou le personnel de la clinique, il apparaît que ces étranges pluies de pierres sont liées à la présence d'une jeune malade, adolescente névrotique. Mais ce n'est pas elle, assurément, qui lance les projectiles. Toutes les preuves de son innocence ont été réunies. Qui? Eh bien, personne. Personne. Tout ce que l'on peut dire, c'est que les jets de gravier, galets, moellons cessent au milieu de septembre 1963, lorsque cette jeune fille est transférée dans une autre clinique. Pour la 6e fois en 3 mois, l'usine à machines polycopieuses fait un échange standard. L'encre dans l'appareil déborde sans raison. Les ingénieurs de l'usine examinent les machines défectueuses. Ils ne découvrent pas le moindre défaut. Le client qui demande ces échanges n'est pourtant pas un farfelu. C'est un avocat très connu dans sa ville. Rosheim, près de Munich, il se nomme Sigmund Adam. Nous sommes en 1968. Maître Sigmund Adam se plaint aussi d'autres choses. De ses factures de téléphone, par exemple. Elles deviennent ahurissantes. On lui compte des appels à l'horloge parlante jusqu'à 60 fois par jour. Mais il est évident que, dans son bureau, personne n'a ni la folie, ni le temps d'appeler l'horloge parlante 60 fois dans une journée. Il se plaint aussi de sa machine timbrée électrique. Elle fait des sauts qui la rendent impraticable. Il n'est pas content non plus de ses lampes électriques. Il faut les changer tout le temps. Ou bien elles éclatent, ou bien elles se dévissent toutes seules, elles sortent de leur douille et se fracassent par terre. Des tubes fluorescents, fixés au plafond, hauts de 2,50 m, s'éteignent très fréquemment. Il faut les changer, les remettre en place, car en s'éteignant, ils ont clivoté de 90 degrés sur leurs attaches. Fois dans le bureau, on entend des explosions dont on ne devine pas la source. Le disjoncteur saute constamment. Il arrive que les 4 téléphones se mettent à sonner en même temps, sans correspondant. Et enfin, on ne peut plus classer les dossiers. Les tiroirs sortent tout seuls des meubles et renversent leur contenu. Une grande armoire métallique, bourrée de documents, pesant 350 kilos, se décolle de la cloison, et il faut 2 hommes pour la replacer. En 6 mois, calcule maître Sigmund Adam, les dégâts dans son étude s'élèvent à 60 000 marks. C'est une somme. Il pense d'abord qu'il s'agit de variations extrêmes du courant. Il fait une démarche auprès de la centrale électrique de Rosenheim. On lui envoie 2 ingénieurs.
Ceux-ci étudient le réseau, ils plombent le fusible, ils apportent de nouvelles lampes. En leur présence, les étranges phénomènes continuent. Ils posent des lignes directes entre la centrale et le bureau de l'avocat. C'est pareil. Ils finissent par l'installer chez lui un générateur spécial afin d'exclure tout changement invérifiable d'intensité du courant. Les phénomènes continuent toujours. Et pendant leurs travaux, ils constatent des anomalies encore plus extravagantes. Des calendriers accrochés à un mur se retrouvent sous leurs yeux, accrochés au mur d'en face. L'ingénieur Karl Brunner note encore: j'ai vu moi-même un grand tableau suspendu au-dessus du bureau de maître Adam se mettre à tourner de 360 degrés. Alors, quoi? Des fantômes? Peut-être. En tout cas, maître Sigmund Adam, homme de loi, porte plainte contre inconnu pour violation de domicile et dégâts matériels. On parle beaucoup de cette affaire dans la presse de Munich. Des journalistes interrogent l'avocat. Ce n'est pas, dit-il, que j'espère amener des fantômes à la barre, mais je veux obliger les autorités à poursuivre l'enquête par tous les moyens. Et s'il n'y a pas d'explication scientifique, eh bien, il faudra du moins reconnaître les faits et établir une jurisprudence de dédommagement en cas de fantôme. En décembre, 2 physiciens de l'Institut Max Planck de Erding, près de Munich, sont désignés pour complément d'enquête. Ce sont les docteurs Kluger et Ziegler. Ils sont, bien entendu, bardés de tous les appareils de mesure possibles. Avec eux collaborent les techniciens de la Société des téléphones. Au central de la ville, on enregistre toutes les communications. Sur les listes, on a bientôt des pages entières d'appels à l'horloge parlante. Parfois 6 appels à la minute. Aucune analyse des appareils téléphoniques ne permet d'expliquer ça. D'autre part, les physiciens ne parviennent pas à détecter la moindre cause tangible dans les variations de courant électrique, dans le dévissement spontané des lampes, dans le déplacement des tubes fluorescents, et encore moins dans l'origine des bruits d'explosion qu'ils enregistrent au magnétophone. Les conclusions des 2 physiciens sont les suivantes. 1. Les phénomènes ont été dûment observés à l'aide des moyens actuels de la physique expérimentale, mais ils ne sont pas explicables par les moyens actuels de la physique théorique. 2. Il semble que les phénomènes soient des manifestations de puissance non périodiques, seulement actives à court terme. 3. Les phénomènes, y compris les troubles téléphoniques, ne semblent pas être provoqués par des effets électrodynamiques. 4. Il n'y a pas seulement des événements simples, comme des lampes qui éclatent, il y a aussi des mouvements compliqués, comme les tiroirs qui sortent d'eux-mêmes, des meubles, des armoires qui se déplacent du mur, les tableaux qui tournent sur eux-mêmes sur le mur. 5. Il semble que des mouvements soient guidés par des puissances intelligentes ayant tendance à se soustraire à l'analyse. Et ils émettent aussi l'hypothèse que les lois connues de la physique ne s'appliquent peut-être pas dans tous les cas à l'homme et qu'il faudrait envisager de nouvelles actions réciproques. Car ces physiciens, comme les techniciens au téléphone, comme les électriciens de la centrale municipale, comme les policiers ont fait une autre constatation, tous ces phénomènes semblent liés à la présence d'une jeune employée de 19 ans dans les bureaux de maître Sigmund Adam. Et c'est seulement pendant les heures de bureau qu'ont lieu les manifestations bizarres. Plus encore, les lampes se mettent à se balancer sur son passage, et c'est au-dessus de sa tête que les tubes fluorescents éclatent, les morceaux de verre semblant se ruer sur elle. Ce fut aussi la constatation du professeur Hans Bender, directeur de l'Institut d'études pour les zones frontières de la psychologie
à Fribourg-en-Brisgau, qui va ainsi également enquêter à Rosenheim. Pour lui, il s'agissait d'un cas classique de phénomène physique inexplicable lié à la présence d'adolescents en pleine puberté. Il conseilla d'éloigner la jeune employée, Anne-Marie, en l'envoya dans une autre ville. De ce jour, les étranges phénomènes cessèrent. Il y a 50 ans, les gens simples qui croyaient aux miracles se rendaient à Rosenheim pour acheter des boules de feuilles d'étain magiques fabriquées par un guérisseur charlatan du nom de Bruno Gröning. En 1968, Rosenheim a fait sa rentrée sur le plan du mystère. Mais cette fois, ce ne sont pas des crédules qui se sont rendus à Rosenheim. Ce sont des techniciens, des hommes de science, et ils sont repartis ébranlés.